Conférence sur les maladies infectieuses, la médecine préventive et les espèces cliniques 1, 2025 à 2026. Cours 2. Notion d'épidémiologie des maladies infectieuses. Le processus infectieux. Le processus épidémiologique. Aspect épidémiologique particulier des maladies infectieuses dans l'élevage traditionnel et intensif, industriel. Défendre la santé animale contre les maladies infectieuses. Législation sanitaire vétérinaire et pathologies infectieuses. Processus infectieux en médecine vétérinaire décrit la séquence d'événements par laquelle les agents infectieux, tels que les bactéries, les virus, les champignons, parasites et protozoaires, envahissent, se multiplient et causent des maladies chez les animaux. Elles se déroulent en plusieurs étapes clés. 1. Introduction, entrée. Les agents pathogènes pénètrent dans l'animal hôte par diverses voies telles que les muqueuses, les lésions cutanées, l'inhalation, l'ingestion ou la transmission vectorielle. 2. Adhésion et colonisation. L'agent infectieux adhère à des tissus ou des cellules spécifiques à l'aide de facteurs de virulence. Il s'établit au point d'entrée, formant souvent des colonies ou des biofilms. 3. Invasion et multiplication. L'agent pathogène envahit les tissus, échappe aux défenses initiales de l'hôte et se multiplie. Il peut se propager localement ou systémiquement par le sang, la lymphe ou les tissus nerveux. 4. Contournement des défenses de l'hôte. Les agents pathogènes développent des mécanismes pour éviter les réponses immunitaires, telles que la formation de capsules, la variation antigénique ou production de substances immunomodulatrices. 5. Dommages aux tissus de l'hôte. Dommages directs par des toxines, des enzymes ou la destruction des cellules. Dommages indirects via les réponses immunitaires de l'hôte entraînant une inflammation et des lésions tissulaires. 6. Sortie et transmission. L'agent pathogène sort de l'hôte, p. ex. par la salive, les matières fécales, les sécrétions ou les liquides reproducteurs. Il peut alors infecter de nouveaux hôtes, poursuivant ainsi le cycle infectieux. 7. Pathogenèse. 8. Critères étiologiques pour classification des maladies infectieuses. Facteurs influençant le processus infectieux. Facteurs de l'hôte, l'âge, l'état immunitaire, la génétique et la santé. Facteurs pathogènes, virulence, doses infectieuses et survie à l'extérieur de l'hôte. Facteurs environnementaux, hygiène, climat et présence de vecteurs. Conclusion. La compréhension du processus infectieux est cruciale pour diagnostiquer, prévenir et contrôler les maladies infectieuses chez les animaux. Il aide à concevoir des interventions prophylactiques et thérapeutiques efficaces pour briser le cycle de l'infection. Les agents pathogènes peuvent pénétrer dans l'animal hôte par diverses voies, qui sont essentielles à l'établissement de l'infection. Ces itinéraires comprennent muqueuses. Les agents pathogènes peuvent envahir les muqueuses respiratoires, gastro-intestinales ou reproductives, où ils adhèrent et pénètrent dans les cellules épithéliales. Lésions cutanées. Les cassures ou les plaies de la peau constituent des points d'entrée pour les virus, les bactéries, les champignons et les parasites. Sauf les brucelles qui peuvent même traverser la peau intacte. Inhalation. Les agents pathogènes aérosolisés sont inhalés dans les voies respiratoires, entraînant des infections telles que la pneumonie. Ingestion. La consommation d'aliments ou d'eau contaminée introduit des agents pathogènes dans le système gastro-intestinal. Transmission vectorielle. Les arthropodes comme les tiques, les puces ou les moustiques transmettent des agents infectieux pendant l'alimentation, facilitant ainsi l'entrée dans la circulation sanguine ou les tissus. La compréhension de ces voies d'entrée est essentielle pour développer des stratégies préventives, contrôler la propagation des maladies et concevoir des interventions efficaces en médecine vétérinaire. Adhésion et colonisation. Une fois que l'agent infectieux pénètre dans l'hôte, il doit adhérer à des tissus ou des cellules spécifiques pour établir l'infection. Ce processus est facilité par divers facteurs de virulence, tels que les adhésines, les fimbriers, les pili ou les protéines de surface, qui permettent à l'agent pathogène de se fixer fermement aux tissus ou aux cellules de l'hôte. L'adhérence est une première étape essentielle de la colonisation, permettant à l'agent pathogène de résister à l'élimination par les défenses mécaniques de l'hôte, par exemple, action mucociliaire, rinçage. Après l'attachement, l'agent pathogène prolifère souvent au site d'entrée, formant des colonies ou des biofilms. Les biofilms sont des communautés structurées de micro-organismes enfermés dans une matrice autoproduite,
qui protège les bactéries des réponses immunitaires de l'hôte et des antibiotiques, améliorant ainsi la persistance et la gravité de l'infection. Invasion et multiplication. Après l'adhérence et la colonisation, l'agent pathogène envahit les tissus sous-jacents, pénétrant dans les couches plus profondes pour accéder aux nutriments et créer un environnement favorable à la croissance. Au cours de cette phase, l'agent pathogène doit échapper aux défenses immunitaires initiales de l'hôte, telles que la phagocytose et les attaques enzymatiques, souvent en produisant des enzymes, des toxines ou des facteurs immunomodulateurs. Une fois établi, l'agent pathogène se multiplie dans les tissus, entraînant une infection localisée. En fonction de sa virulence et de la réponse immunitaire de l'hôte, il peut rester confiné à une zone spécifique ou se propager à d'autres parties du corps. La propagation peut se produire par invasion tissulaire locale, se déplaçant directement dans les tissus voisins. Dissémination systémique, pénétrer dans la circulation sanguine, propagation hématogène, le système lymphatique ou les tissus nerveux, permettant à l'infection d'atteindre des sites distants et de provoquer une maladie généralisée ou disséminée. Contournement des défenses de l'hôte. Les agents pathogènes ont développé divers mécanismes pour échapper et contourner les réponses immunitaires de l'hôte, améliorant ainsi leur capacité à survivre et à provoquer des maladies. Ces stratégies comprennent formation de la capsule. De nombreuses bactéries produisent une capsule polysaccharidique qui inhibe la phagocytose des cellules immunitaires, permettant à l'agent pathogène d'échapper à la clairance. Variation antigénique. Certains agents pathogènes modifient périodiquement leurs antigènes de surface, ce qui rend difficile pour le système immunitaire de reconnaître et d'organiser une réponse efficace. Production de substances immunomodulatrices. Les agents pathogènes peuvent produire des toxines, des enzymes ou d'autres facteurs qui modulent les fonctions immunitaires, suppriment l'inflammation ou induisent l'apoptose des cellules immunitaires. Localisation intracellulaire. Certaines bactéries et certains virus peuvent survivre à l'intérieur des cellules hôtes, évitant ainsi d'être détectés par le système immunitaire. Moléculaire. Production de molécules qui imitent les structures de l'hôte, distrayant ou inhibant la reconnaissance et la réponse immunitaire. Ces mécanismes permettent aux agents pathogènes de persister dans l'hôte, entraînant des infections chroniques ou une aggravation de la maladie. La compréhension de ces stratégies est cruciale pour développer des vaccins et des traitements efficaces. Dommages aux tissus de l'hôte. L'invasion pathogène entraîne des lésions tissulaires par deux mécanismes principaux. Dommages directs. Cela se produit lorsque l'agent pathogène produit des toxines, des enzymes ou d'autres substances nocives qui détruisent directement les cellules hôtes ou perturbent le fonctionnement normal des tissus. Les exemples incluent les exotoxines bactériennes, la dégradation des tissus médiés par les enzymes et les effets cytopathiques viraux. Dommages indirects. La réponse immunitaire de l'hôte à l'agent pathogène peut également causer des lésions tissulaires. L'inflammation, caractérisée par l'afflux de cellules immunitaires et la libération de médiateurs inflammatoires, peut entraîner des dommages collatéraux des tissus de l'hôte. Bien que cette réponse vise à éliminer l'agent pathogène, une inflammation excessive ou incontrôlée peut entraîner la destruction des tissus et contribuer à la gravité de la maladie. Comprendre les mécanismes directs et indirects des lésions tissulaires est essentiel pour développer des thérapies ciblées qui non seulement éliminent l'agent pathogène, mais atténuent également les lésions tissulaires de l'hôte. Sortie et transmission. Après la réplication et la colonisation, l'agent pathogène sort de l'animal hôte par diverses sécrétions et excrétions, qui servent de sortie à l'agent infectieux. Les itinéraires courants comprennent salive, infection transmise par la morsure, le toilettage ou le partage de sources d'eau. Excréments et urine, se propagent à travers le fumier contaminé, provoquant une contamination de l'environnement. Sécrétions respiratoires, la toux ou les éternuements dispersent les agents pathogènes en suspension dans l'air. Fluide reproducteur, le sperme, le lait ou les sécrétions vaginales facilitent la transmission pendant l'accouplement ou l'allaitement. Lésions cutanées ou plaies, les lésions ouvertes peuvent libérer des matières infectieuses dans l'environnement. Une fois à l'extérieur de l'hôte, l'agent pathogène peut infecter de nouveaux animaux sensibles, soit directement, soit via des vecteurs intermédiaires, poursuivant ainsi le cycle infectieux. Des mesures de contrôle efficaces visent à interrompre ce cycle en réduisant les voies de transmission et la contamination de l'environnement. L'étude de la pathogénèse d'une maladie infectieuse nous permet d'apprécier les niveaux d'interaction du micro-organisme pathogène avec les structures de l'hôte et d'en déduire la genèse des restructurations immunologiques, développement de l'immunité.
La pathogénèse est en corrélation directe avec le tableau clinique et lésionnel de la maladie. Connaître la pathogénèse, c'est aussi savoir quels sont les échantillons biologiques les plus représentatifs à utiliser et donc la meilleure méthode de diagnostic. Enfin, cela nous permettra de déterminer les stratégies d'éradication et les méthodes de diagnostic à utiliser pour la surveillance. Corrélation entre pathogénèse et choix de l'échantillon. Le tissu cible est le tissu ou la cellule qui offre les meilleures conditions de multiplication au pathogène. Ce dernier cherchera, en général, à trouver le chemin le plus court et ou à éviter les mécanismes de défense de l'hôte pour trouver son tissu cible. Ainsi, les données de pathogénèse nous indiqueront quels sont les tissus risquants d'être endommagés au cours de la maladie, comme conséquence du cheminement du pathogène. Une fois que la pathogénèse d'une maladie infectieuse est bien connue, on peut anticiper les signes cliniques et savoir quels sont les dommages apportés au tissu parcouru. Nous saurons aussi combien de temps il faut au pathogène pour arriver jusqu'à sa cible. D'autre part, les informations données par la pathogénèse sont très précieuses pour savoir quel est le matériel pathologique dans lequel on devra chercher le pathogène en fonction de l'étape clinique de développement de la pathologie. On peut trop souvent penser que le prélèvement de sang est suffisant et que l'on peut y trouver tout ce que l'on cherche, le pathogène notamment. Le sang peut donner d'importantes identifications mais à condition qu'on se trouve dans la période d'expression clinique de la maladie, pendant laquelle il y a généralement un syndrome de fièvre nous laissant soupçonner qu'il est encore dans le sang. Après cette étape, ou s'il n'y a pas d'état clinique, le pathogène quitte le sang, notamment car l'organisme peut réussir à mettre en circulation des facteurs de défense spécifiques pour en chasser le pathogène. Il est très important de bien connaître la pathogénèse d'une maladie pour savoir quel échantillon sera le plus pertinent. Corrélation entre pathogénèse et surveillance épidémiologique. La pathogénèse d'une maladie nous donnera toujours des informations concernant les stratégies que l'on peut mener pour éliminer la maladie de la population où on a trouvé des cas. Rappelons que notre objectif est de guérir une maladie de la population, rendre une population indemne de cette maladie. Pour obtenir une population indemne, libre, de la maladie, sans aucun individu infecté, il faut aussi utiliser la pathogénèse pour dresser la meilleure stratégie d'identification des individus infectés afin de les éliminer ou de les guérir dans les meilleurs délais. C'est aussi la pathogénèse qui nous donne les méthodes permettant de confirmer une maladie. L'idée étant qu'en fonction du stade de la maladie, les organismes tendent et peuvent réussir à monter une réponse immunitaire, dont il faudra bien connaître le type. Ceci afin de savoir quels sont les outils diagnostiques à notre disposition pour mettre en évidence cette réponse. Par la suite, nous étudierons pour chaque maladie infectieuse abordée, les manifestations cliniques associées à l'évolution du pathogène dans l'organisme, les lésions que l'on trouvera le plus souvent puis l'établissement du diagnostic. Pratiquement tout ce que nous apprendrons concernant le pathogène et la pathogénèse nous conduira vers le tableau clinique. À côté de cela, les connaissances épidémiologiques nous fourniront les données nécessaires à l'établissement d'un diagnostic de suspicion. Critères étiologiques pour classification des maladies infectieuses. L'étiologie d'une maladie infectieuse comprend la recherche du taxon microbien auquel le pathogène appartient. On pourra ainsi parler de bactériose, de virose, de rickettsiose, de chlamydiose. Elle s'appliquera également à identifier le complexe étiologique qui les détermine. En effet, les agents pathogènes ont une activité conditionnée. Ils n'induisent pas directement la maladie du simple fait de leur présence mais en association avec d'autres éléments, température, humidité, autres pathogènes. Dans certaines situations, la maladie n'est causée que par un seul pathogène, exemple, cas de maladie causée par E. coli dont il existe plusieurs types antigéniques, chacun étant associé à un ou quelques hôtes, et dans ce cas, on pourra parler de maladie infectieuse primaire, produite par un seul agent étiologique. On parlera de maladie conditionnée lorsque l'agent étiologique intervient sur fond d'action principale d'un autre agent pathogène. Enfin, nous parlerons de maladie infectieuse mixte, polymicrobienne ou associée, quand l'étiologie fait intervenir plusieurs germes à action synergique. L'étiologie doit aussi prendre en compte la source de l'agent pathogène, notre objectif n'étant pas que de découvrir la cause des manifestations cliniques mais aussi d'où la maladie provient. Ceci dans le but de contrôler le pathogène à la source. Ainsi,
on parlera de maladies à source exogène lorsque la source infectieuse se trouve dans l'environnement extérieur et de maladies à source endogène ou d'auto-infection pour les germes épiphytes pathogènes conditionnels, espèces microbiennes en général en équilibre avec l'organisme mais qui peuvent devenir pathogènes, cas d'infection liée à Erysipelotrix rhusiopathiae qui peut devenir pathogène en cas de stress, notion de microbes opportunistes. Pour rappel, de nombreux microbes vivent normalement et nécessairement dans le tube digestif et sur la peau. Ils ne deviennent infectieux qu'à certaines occasions. Le contact avec les microbes est nécessaire à l'entretien et au bon fonctionnement du système immunitaire. Le processus épidémiologique en médecine vétérinaire et en maladies infectieuses. Le processus épidémiologique consiste à étudier la distribution, les déterminants et la dynamique des maladies infectieuses au sein des populations animales. Il aide à comprendre comment les maladies se propagent et à élaborer des stratégies de lutte. Les éléments clés sont les suivants. 1. Réceptivité à la maladie. Identifier les facteurs de risque et les populations, d'espèces sensibles, âge, sexe. 2. Source de l'infection. Déterminer les réservoirs, P. X. Animaux infectés, environnement ou vecteurs, qui hébergent des agents pathogènes. Reconnaître les sources de contamination et les réservoirs environnementaux. 3. Voies de transmission. Analyser la façon dont les agents infectieux se propagent parmi les animaux, tels que le contact direct, les vecteurs passifs, les vecteurs ou l'ingestion. 4. Sensibilité et facteurs liés à l'hôte. Évaluer quels animaux est les plus sensibles en fonction de l'âge, de l'état immunitaire, de la race ou des pratiques de gestion. 5. Dynamique de la maladie. La dynamique des maladies fait référence aux processus complexes qui influencent l'apparition, la propagation et la persistance des maladies infectieuses au sein des populations animales au fil du temps. La compréhension de ces dynamiques est essentielle pour un contrôle et une prévention efficace des maladies. 6. Enquête sur l'éclosion. Détecter les signes précoces d'épidémie. Recueillir des données, confirmer le diagnostic et identifier la source et les modèles de propagation. 7. Surveillance épidémiologique. Une surveillance continue pour détecter les maladies émergentes et suivre les tendances au fil du temps, facilitant ainsi une intervention précoce et un contrôle. 8. Contrôle et prévention. Mettre en œuvre des mesures telles que la vaccination, la biosécurité et la quarantaine sur la base de données épidémiologiques. Évaluer l'efficacité des interventions et ajuster les stratégies en conséquence. Résumé. Le processus épidémiologique en médecine vétérinaire implique la compréhension des schémas pathologiques, l'identification des sources et des voies de transmission, l'évaluation de la sensibilité et l'application des données pour prévenir et contrôler efficacement les maladies infectieuses. Cette approche est essentielle pour la sauvegarde de la santé animale et de la santé publique. Sensibilité ou réceptivité à la maladie. La sensibilité, également appelée réceptivité, fait référence au degré auquel une espèce hôte ou un animal individuel peut être infecté par un agent pathogène particulier. Les animaux très sensibles ou réceptifs sont plus susceptibles de contracter l'infection lorsqu'ils sont exposés à l'agent infectieux. Point clé. Facteurs génétiques. Certaines races ou lignées génétiques sont plus sensibles en raison de traits immunitaires héréditaires. Âge. Les jeunes animaux, les nouveau-nés ou les animaux plus âgés peuvent avoir un système immunitaire affaibli, ce qui augmente la susceptibilité. État immunitaire. Les animaux dont le système immunitaire est affaibli ou immature sont plus réceptifs. Santé et état nutritionnel. Les animaux sous-alimentés ou stressés sont plus à risque. Facteurs environnementaux. Des conditions stressantes, de mauvaises conditions sanitaires ou une exposition à des vecteurs peuvent augmenter la susceptibilité. Identification des facteurs de risque et des populations sensibles. Facteurs de risque, mauvaise gestion et hygiène. Forte densité animale et surpeuplement. Exposition à des animaux infectés ou à des environnements contaminés. Présence de vecteurs ou d'hôtes intermédiaires. Manque de vaccination ou d'immunité antérieure. Population sensible, animaux nouveau-nés ou jeunes. Animaux en gestation. Animaux atteints de maladies concomitantes. Animaux stressés ou mal nourris. Race ou espèce spécifique avec des prédispositions génétiques. Importance. La reconnaissance des groupes sensibles et des facteurs de risque permet de cibler les mesures préventives, telles que la vaccination,
l'amélioration de l'hygiène et les pratiques de gestion, afin de réduire l'incidence des maladies et de contrôler les épidémies. La réceptivité traduit le fait qu'un organisme possède des récepteurs cellulaires auxquels le pathogène peut se lier, mais cela n'implique pas qu'il exprime la maladie. Autrement dit, c'est l'aptitude d'un organisme à héberger un agent pathogène biologique, à en permettre le développement ou la multiplication, sans forcément en souffrir. L'aptitude à exprimer cliniquement l'action d'un agent pathogène traduit la sensibilité. Autrement dit, un organisme sensible à un pathogène y est forcément réceptif, mais la réciproque est fausse. Par exemple, le chien est réceptif au virus de la rage mais n'y est pas sensible s'il est correctement vacciné. Lorsqu'on cherche à caractériser une maladie infectieuse d'un point de vue épidémiologique, il convient de rechercher d'abord quelles sont les espèces réceptives à l'agent infectieux en cause. D'autre part, la sensibilité d'une espèce vis-à-vis d'un certain pathogène peut varier en fonction de facteurs de risques extrinsèques et intrinsèques comme l'âge, la race, l'état physiologique et particulièrement avec le statut immunitaire, c'est-à-dire avec la présence d'immunoglobulines ou de cellules immunitaires spécifiques. Cette particularité sera utilisée par la vaccination comme moyen de limiter le développement des maladies infectieuses. Source de l'infection. L'identification des sources d'infection est cruciale pour comprendre la transmission de la maladie et mettre en œuvre des mesures de contrôle efficaces. Ces sources peuvent être classées comme suit. Sources primaires. Animaux infectés, animaux qui sont activement porteurs et excrétés de l'agent pathogène, soit en présentant des signes cliniques, soit en étant des porteurs asymptomatiques. Vecteurs, arthropodes tels que les tiques, les puces, les moustiques ou d'autres insectes qui transportent et transmettent des agents pathogènes d'un hôte à un autre. Réservoirs environnementaux, sources persistantes dans l'environnement où l'agent pathogène peut survivre, comme l'eau contaminée, le sol, la litière ou les vecteurs passifs, p. Ex. Équipements, ustensiles. 2. Sources secondaires, environnement contaminé, sol, eau, aliments ou litière contaminés par des agents infectieux. Porteurs, animaux qui hébergent l'agent pathogène sans montrer de signes, agissant comme des sources silencieuses. Persistance dans les tissus de l'hôte, certains agents pathogènes peuvent rester dormants dans les tissus, se réactiver plus tard ou servir de source d'infection à long terme. Reconnaître les sources de contamination. Vecteurs passifs, équipements, aliments, abreuvoirs et ustensiles d'alimentation contaminés par des matières infectieuses. Conditions environnementales, mauvaise hygiène et gestion des déchets facilitant la survie des agents pathogènes. Faune sauvage et espèces nuisibles, agir comme réservoir ou vecteur de maladies spécifiques. Implications, l'identification et le contrôle des sources d'infection, telles que l'élimination des animaux infectés, la désinfection des vecteurs passifs, la gestion des vecteurs et l'amélioration de l'assainissement, sont essentiels pour briser la chaîne de transmission et contrôler les maladies infectieuses dans la pratique vétérinaire. L'identification des diverses sources d'infection est une donnée primordiale dans l'étude épidémiologique d'une maladie. Nous avons pour habitude de classer ces sources en deux types, les sources primaires au sein desquelles la multiplication de l'agent infectieux est possible, et les sources secondaires qui ne servent que de support à l'agent infectieux mais ne permettent pas son développement. Sources primaires. Les sources primaires d'infection d'une maladie peuvent être l'animal malade ou convalescent. L'animal cliniquement sain qui, à la fin de la période d'incubation, peut rester porteur et éliminateur. Les corps, cadavres. Un animal cliniquement sain peut continuer à répandre le pathogène, cas de animaux convalescents notamment. Les cadavres peuvent aussi contenir un nombre important de germes infectieux. C'est pourquoi des mesures de contrôle seront dressées contre ces sources d'infection. Il faudra prendre en compte et étudier les différences d'infectiosité des divers produits biologiques. Certains pathogènes sont sécrétés par les sécrétions animales comme la salive, les larmes, les sécrétions nasales, les aérosols résultant de l'arbre pulmonaire, les jetages qui jouent un rôle de véhicule pour le pathogène. C'est aussi le cas des sécrétions génitales, du sperme notamment, exemple, brucellose ovine, bovine, herpès virus, et du lait qui est aussi un bon vecteur, leucose enzootique bovine par ex. On doit considérer dans quelle mesure ces produits d'origine animale peuvent transmettre le pathogène. Il y a aussi les produits d'excrétion comme l'urine, les matières fécales et la transpiration. Enfin, les produits d'origine animale comme la viande, les organes, viscères, déchets d'abattoir, la peau pour le cuir, la laine,
Les onglons peuvent aussi constituer des sources primaires d'infection. Sources secondaires. Les sources secondaires sont représentées par tout ce qui se trouve dans l'environnement de l'animal et qui est venu en contact avec une source primaire. C'est de cette façon que l'étable, la litière, le fumier, les abreuvoirs, les mangeoires, les aliments, la pâture, le sol, peuvent devenir sources secondaires d'infection. Les sources secondaires joueront ce rôle selon la capacité du pathogène à garder sa pathogénicité dans l'environnement. Par exemple, les grippes saisonnières ont cette caractéristique de saisonnalité car le virus éliminé dans les aérosols garde mieux son pouvoir infectieux dans des conditions de haute humidité et basse température, automne-hiver, que l'inverse, en été. S'il est exposé à des radiations solaires, ce virus perd plus vite son infectiosité. Les vecteurs. On peut différencier deux grands types de vecteurs, les vecteurs animés et les vecteurs non animés. Les vecteurs animés peuvent être actifs ou passifs. Les vecteurs animés actifs agissent comme vecteurs du pathogène pour plusieurs générations de vecteurs car ils offrent des conditions qui permettent l'évolution du pathogène dans leur organisme. Ils font qu'une pathologie peut perdurer dans le temps. Les vecteurs animés passifs peuvent concerner différentes espèces. Ils ne font que porter le pathogène, mécaniquement. Les vecteurs non animés sont les équipements, vêtements, véhicules, qui viennent en contact avec le pathogène et qui le transportent. Voie de transmission. Comprendre comment les agents infectieux se propagent parmi les animaux est essentiel pour concevoir des stratégies efficaces de contrôle des maladies. Les principales voies horizontales de transmission sont 1. Contact direct. Transfert d'agents pathogènes par contact physique entre animaux, comme la morsure, le toilettage ou l'accouplement. Fréquent dans les maladies contagieuses comme la gale, la teigne et certaines infections bactériennes. 2. Transmission par vecteur passif. Se propager par des objets ou des surfaces inanimées contaminées, comme l'équipement, la litière, les aliments, les contenants d'eau ou les vêtements. Les agents pathogènes peuvent survivre grâce à des vecteurs passifs pendant des périodes variables, ce qui facilite l'infection même sans contact direct avec les animaux. 3. Transmission vectorielle. Se propage par l'intermédiaire d'arthropodes comme les tiques, les puces, les moustiques ou les mouches qui transportent et transmettent des agents infectieux pendant l'alimentation. Typique dans des maladies comme la babésiose, l'anaplasmose ou la filariose. 4. Ingestion. Transmission par la consommation d'aliments, d'eau ou d'aliments contaminés contenant des agents infectieux. Fréquent dans des maladies comme la salmonellose, la paratuberculose et certaines infections parasitaires. 5. Transmission des aérosols. Se propage par des gouttelettes, des aérosols ou des particules en suspension dans l'air expulsé lors de la toux, des éternuements ou de la respiration. Responsable d'infections respiratoires telles que la bronchite infectieuse ou la grippe. 6. Transmission verticale. Passage des agents pathogènes de la mère à la progéniture via le placenta ou pendant la naissance. Notable dans la brucellose, l'herpesvirus bovin et certaines infections parasitaires. Le plus fréquemment, les animaux sont contaminés par cohabitation avec des individus qui le sont déjà, contamination directe, ou via des sources secondaires, contamination indirecte. Dans ces deux cas on parle de transmission horizontale. Les portes d'entrée sont alors principalement représentées par les muqueuses, avec ou sans lésions selon pathogène, et la voie transcutanée. La transmission peut aussi être dite verticale lorsqu'elle est transplacentaire ou lorsqu'elle se fait par le vitellus à travers le jaune d'œuf chez les volailles. Résumé. Différentes maladies exploitent diverses voies de transmission, impliquant souvent plusieurs voies. Les mesures de lutte doivent cibler ces voies, telles que la quarantaine, la désinfection, la lutte antivectorielle et une bonne hygiène, afin de réduire la propagation de la maladie parmi les populations animales sensibles. Sensibilité et facteurs liés à l'hôte. La sensibilité des animaux aux maladies infectieuses varie en fonction de plusieurs facteurs liés à l'hôte. L'évaluation de ces facteurs permet d'identifier les populations vulnérables et d'adapter les stratégies de prévention. Principaux facteurs liés à l'hôte influençant la sensibilité. Âge. Les nouveau-nés et les jeunes animaux ont souvent un système immunitaire immature, ce qui les rend plus sensibles. Les animaux plus âgés peuvent avoir une immunité défaillante ou des problèmes de santé chroniques augmentant la vulnérabilité. Statut immunitaire. Les animaux dont le système immunitaire est affaibli en raison du stress, de la malnutrition ou de maladies concomitantes sont plus enclins.
Le statut vaccinal affecte considérablement la susceptibilité, les animaux non vaccinés sont plus à risque. Race et génétique, certaines races peuvent avoir des prédispositions génétiques ou une résistance à des maladies spécifiques. Certaines races peuvent être plus sensibles en raison de déficiences immunitaires héréditaires. Pratiques de gestion, les mauvaises conditions sanitaires, la surpopulation et la nutrition inadéquate affaiblissent les défenses de l'hôte. Des conditions stressantes, transports, changements environnementaux brusques, peuvent compromettre l'immunité. État physiologique, les animaux en gestation ou en lactation présentent souvent une immunosuppression, ce qui augmente la susceptibilité. Les animaux soumis à un stress physique ou émotionnel sont plus enclins. Santé et état nutritionnel, les animaux mal nourris ou malades n'ont pas l'énergie et la capacité immunitaire nécessaires pour combattre les infections. Importance, en comprenant ces facteurs hôtes, les vétérinaires peuvent mettre en œuvre des interventions ciblées telles que des programmes de vaccination, une meilleure prise en charge, un soutien diététique et un diagnostic précoce pour protéger les populations sensibles et réduire l'apparition de la maladie. Dynamique de la maladie, évolution de la population, du temps et de la surface terrestre. La dynamique des maladies fait également référence à la façon dont les maladies infectieuses évoluent et changent au sein d'une population au fil du temps et dans différentes zones géographiques. Cela implique de comprendre les modèles, la propagation et la persistance des maladies dans un contexte spatial et temporel. Les principaux aspects sont les suivants. 1. Évolution de la population. La maladie se propage par les animaux sensibles, les taux d'infection étant influencés par la densité du troupeau, les comportements sociaux et l'immunité. Cela peut conduire à des épidémies, à une stabilité endémique ou à l'éradication. Les niveaux d'immunité de la population, y compris la vaccination et l'immunité naturelle, ont un impact sur la persistance ou le déclin de la maladie. 2. Évolution temporelle. L'incidence de la maladie peut fluctuer au fil du temps en raison de la saisonnalité, des mutations d'agents pathogènes ou des mesures d'intervention. Les épidémies peuvent être sporadiques, endémiques ou pandémiques selon la progression. Les éclosions à court terme et les tendances de persistance à long terme sont étudiées pour prédire les tendances futures. 3. Distribution spatiale à la surface du sol. L'étendue géographique dépend de la topographie des terres, de l'utilisation des terres, des mouvements d'animaux et des facteurs environnementaux. La maladie peut être localisée, foyer, ou généralisée, influencée par les systèmes agricoles, les réservoirs fauniques et les vecteurs. La cartographie et l'analyse spatiale permettent d'identifier les zones à haut risque et les voies de dissémination. Importance. Comprendre l'évolution de la maladie à travers les populations, le temps et l'espace permet aux vétérinaires et aux épidémiologistes de mettre en œuvre des stratégies de contrôle ciblées, des campagnes de vaccination et des restrictions de mouvement pour prévenir et contenir efficacement les épidémies. Le critère épidémiologique prend en compte la vitesse de propagation dans une population, temps et dans l'espace d'un pathogène et sa capacité à reproduire la maladie à distance. Le comportement d'une maladie pourra être sporadique, endémique, épidémique, pandémique. Certaines pathologies n'ont qu'une faible tendance à se répandre, ce sont des maladies à caractère sporadique. Maladies dont le pathogène ne trouve pas facilement un nouvel hôte ou pour lesquelles le nombre d'hôtes sensibles est limité. Par exemple, les infections par des germes sporulés génèrent habituellement un nombre limité de cas, comme Bacillus anthracis, agent du charbon bactérien, qui a une voie particulière de pénétration dans l'organisme et dont la lutte est efficace. Lorsque la maladie se répand entre les membres d'une même population, elle prend un caractère endémique, enzootique. Une endémie est la persistance habituelle d'une maladie infectieuse et contagieuse dans une région donnée. La maladie y sévit en permanence ou de façon latente et touche une importante partie de la population. On parle d'endémie quand la présence de la maladie est connue, signalée, mais cela ne signifie pas que cette dernière est en progression ni qu'elle se répand. Les maladies les plus sévères sont souvent celles dont la propagation dans l'espace est la plus importante et qui touchent plusieurs espèces. On parle de maladies épizootiques et épidémiques, avec une incidence et une prévalence croissantes. La pandémie panzootie, enfin, désigne une épidémie qui s'étend au-delà des frontières des pays et qui peut se répandre sur un continent, un hémisphère voire dans le monde entier. Incidence et prévalence d'une maladie. En épidémiologie, l'incidence d'une maladie correspond à la quantité de nouveaux malades sur une période de temps donnée. La prévalence, quant à elle,
mesure la part de la population atteinte par la maladie à un moment donné. Ce sont les deux indicateurs les plus utilisés en épidémiologie pour évaluer la fréquence et la vitesse d'apparition d'une maladie. Un autre critère est celui de l'évolution clinique de la maladie. Cette évolution peut être définie par l'intensité des symptômes et la durée de l'expression clinique. On discutera ainsi de maladies à évolution, suraiguë, aiguë, subaiguë et chronique. Cela peut nous être très utile pour discriminer plusieurs maladies infectieuses. Évolution suraiguë. Dure quelques heures, rarement 1 à 2 jours. Sans symptômes caractéristiques. Évolution aiguë. Dure de 2 à 10 jours en moyenne. Les symptômes sont caractéristiques, bien exprimés et affectant tout le corps. Expression d'un syndrome fébrile. Évolution subaiguë. Dure de 10 à 30 jours. Symptômes présents mais non caractéristiques. Sans changement évident de l'état général. Évolution chronique. Dure plusieurs mois. Asymptomatique, inapparent, occulte. Une enquête sur une éclosion est un processus systématique visant à détecter, analyser et contrôler une augmentation soudaine des cas de maladie au sein d'une population. Il comporte plusieurs étapes clés. Détection précoce, reconnaître les signes évocateurs d'une éclosion, comme une augmentation inhabituelle de la morbidité ou de la mortalité. Surveiller les cas cliniques, signaler les anomalies et utiliser les données de surveillance pour détecter les signaux précoces. Collecte des données, recueillir des informations détaillées sur les animaux touchés, signes cliniques, âge, race, statut vaccinal et prise en charge. Noter l'emplacement, l'heure d'apparition et les facteurs environnementaux. Prélever des échantillons pour confirmation en laboratoire, P. X. Sang, tissu, matière fécale. Confirmer le diagnostic, effectuer des tests de laboratoire pour identifier l'agent causal, bactériologique, virologique, parasitologique ou sérologique. Confirmer que la maladie en question est la cause de l'épidémie. Identifier la source et le mode de propagation, examiner les sources potentielles, comme les animaux infectés, les aliments contaminés, l'eau ou les vecteurs passifs. Tracer les contacts, les mouvements ou les vecteurs reliant les cas. Cartographier les schémas d'infection pour comprendre comment la maladie se propage. Analyser les données, déterminer les caractéristiques de la population touchée. Évaluer les facteurs de risque et les voies de transmission. Calculer les taux d'attaque et les périodes d'incubation. Mettre en œuvre des mesures de contrôle, en fonction des résultats, prenez des mesures telles que la quarantaine, la vaccination, la désinfection et l'abattage si nécessaire. Sensibiliser les intervenants à la prévention. Documentation et rapports, consigner les résultats et les réponses. Partager l'information avec les autorités et les intervenants concernés. Utiliser les leçons apprises pour améliorer les réponses futures aux épidémies. Résumé, la détection précoce, la collecte systématique de données, la confirmation en laboratoire, l'identification des sources et la compréhension des schémas de propagation sont essentiels pour gérer efficacement les épidémies et minimiser les pertes dans la pratique vétérinaire. La surveillance épidémiologique comprend la collecte, l'analyse et l'interprétation continue et systématique de données relatives aux maladies infectieuses au sein des populations animales. Ses principaux objectifs sont les suivants. 1. Détection précoce des maladies émergentes. Identifier les agents infectieux nouveaux ou non reconnus auparavant. Détecter les augmentations de maladies existantes qui peuvent indiquer des éclosions ou des épidémies. 2. Surveillance des tendances de la maladie. Suivez l'incidence et la prévalence des maladies au fil du temps. Évaluez les tendances saisonnières et la répartition géographique. Identifiez les zones et les populations à haut risque. 3. Informer le contrôle et la prévention des maladies. Fournir des données pour concevoir des interventions ciblées, des programmes de vaccination et des mesures de biosécurité. Évaluer l'efficacité des stratégies de contrôle. 4. Soutenir les interventions en santé publique et animale. Faciliter les interventions rapides en cas d'épidémie. Partager l'information avec les autorités de santé publique afin de prévenir les transmissions zoonotiques. 5. Méthode de collecte des données. Rapport de routine des cliniques et des laboratoires vétérinaires. Relevé sur le terrain, surveillance de la santé des troupeaux et programme d'élevage d'animaux sentinelles.
utilisation d'outils modernes tels que les systèmes d'information géographique, SIG, et les plateformes numériques. Importance. La surveillance continue permet aux vétérinaires et aux autorités sanitaires de détecter rapidement les foyers, d'y réagir rapidement et de mettre en œuvre des mesures pour prévenir une transmission généralisée, préservant ainsi la santé animale et la santé publique. L'efficacité du contrôle et de la prévention des maladies infectieuses implique une combinaison de mesures générales et spécifiques, guidées par des données épidémiologiques. 1. Mesures générales. Biosécurité. Mettre en œuvre des pratiques pour prévenir l'introduction et la propagation d'agents infectieux, y compris la désinfection, l'assainissement, l'accès contrôlé aux fermes et les protocoles d'hygiène. Quarantaine, isoler les animaux nouvellement introduits ou malades pour prévenir la transmission d'agents pathogènes jusqu'à ce que l'état de santé soit confirmé. 2. Mesures spécifiques. Vaccination. Utiliser des vaccins appropriés ciblant l'agent pathogène spécifique pour induire l'immunité et réduire la sensibilité au sein de la population. Lutte antivectorielle. Gérer et réduire les populations de vecteurs, P.Ex. Insectes, tiques, qui transmettent des agents pathogènes. Gestion de l'environnement. Améliorer le logement, la ventilation, l'élimination des déchets et les pratiques de gestion globale afin de minimiser le risque d'exposition. 3. Évaluation et ajustement de la stratégie. Surveiller l'efficacité, évaluer régulièrement l'impact des mesures de contrôle, de la couverture vaccinale et de la conformité à la biosécurité. Ajustement fondé sur les données, utiliser la surveillance épidémiologique et les données sur les éclosions pour affiner et adapter les stratégies, assurant ainsi une protection optimale. Éducation et formation. Informer et former continuellement le personnel afin de maintenir des normes élevées de biosécurité et de détection précoce. Après confirmation du diagnostic de suspicion, les autorités vétérinaires ont pour devoir d'en faire une déclaration officielle, d'instituer une quarantaine et d'appliquer les mesures prévues par le plan d'urgence et le manuel opérationnel concerné. À la suite de la confirmation d'un diagnostic et selon qu'on est un troupeau malade ou un troupeau sain, nous devons dresser des actions de mesure pour guérir, éliminer le pathogène en cause et pouvoir continuer l'activité économique. Une fois reçu le bulletin d'analyse du laboratoire nous informant que dans le troupeau existe une maladie produite par tel pathogène, le vétérinaire a le droit et l'obligation de monter un plan de contrôle dans le but d'éliminer la maladie. De plus, le bulletin d'analyse oblige les vétérinaires à la déclaration officielle de la maladie, à une annonce publique par les autorités vétérinaires à différentes échelles en fonction du risque de dissémination, ce qui peut monter jusqu'aux organismes internationaux. Une fois la maladie déclarée, il faut mettre en place une quarantaine, c'est-à-dire limiter les déplacements du pathogène au site de confirmation de la maladie. Le contrôle des maladies réputées contagieuses est conformé à un plan d'urgence, document soumis à l'approbation de la Commission européenne et que les vétérinaires doivent avoir préparé avant d'avoir à faire face à la maladie. Chaque pays, pour chaque maladie contagieuse, est obligé d'agir conformément au plan d'urgence. Les mesures mises en place sont la conséquence directe des enquêtes épidémiologiques. Établir les limites du foyer infectieux n'est pas toujours évident. En principe, on est amené à établir les limites les plus larges possibles mais en pratique on ne peut pas toujours le faire de façon absolue. Une fois les limites posées, cela peut avoir de sévères conséquences économiques à l'intérieur du foyer et notamment du fait des interdictions de mouvement et de vente. L'enquête épidémiologique nous aura permis de connaître les espèces réceptives et les facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques de la maladie dont on a fait le diagnostic. Ceci nous permet une identification des sujets malades et de ceux à risque de maladie. L'enquête épidémiologique nous donne également la race, l'âge, le sexe et l'état physiologique des animaux de la zone de quarantaine, données nécessaires à la mise en place du traitement. L'un des résultats les plus importants de l'enquête épidémiologique est le statut immunitaire. On pourra tenter de changer le statut immunitaire en utilisant le plus souvent un vaccin voire un sérum hyperhumain, avec AC. La sérothérapie suppose de mettre à disposition du sujet des AC déjà fabriqués, il s'agit donc d'immunité passive. Si le pathogène n'est pas en circulation dans le sang, cela ne fonctionnera pas bien. De plus, il faut tenir compte du fait que la durée d'action des AC est limitée. Les AC vont être métabolisés par l'organisme hôte et ne maintiennent un niveau suffisant de protection pas plus de 10 jours à 2 semaines en moyenne. Après quoi, l'organisme redevient sensible.
Pour certaines maladies et notamment celles avec un fort impact économique ou si le pathogène se répand de trop, on pourra utiliser une vaccination d'urgence. Neutralisation des sources d'infection. Cette approche a pour objectif de réduire les doses infectieuses de l'environnement qui peuvent entraîner l'apparition de nouveaux cas. Les malades et ceux qui ont été en contact avec eux, ou suspectés de l'avoir été, sont en général faciles à identifier dans le cas des animaux. Dans le cas des maladies contagieuses, il sera aussi nécessaire de dépister les individus qui n'ont pas été en contact direct. Par ailleurs, si l'homme est dans le foyer de la maladie, il sera en général isolé et traité si nécessaire. Cette démarche est sans doute l'une des plus critiques pour le vétérinaire car il faut tenir compte du fait qu'un animal, même s'il se présente cliniquement sain, peut avoir été infecté par le pathogène en cause et peut éliminer le pathogène 24 heures avant l'expression clinique des premiers signes, période d'incubation. Malheureusement, pour découvrir les individus en période d'incubation, il n'y a pas de méthode spécifique. Il faut les surveiller cliniquement pendant les jours ou heures après la date de déclaration du foyer. Dans le cas de certaines maladies, on peut recourir à l'abattage sanitaire surtout pour neutraliser la source d'infection qu'ils peuvent représenter puis neutraliser les carcasses. Puis, car on sait que tout ce qui a été en contact avec les sujets infectés devient source secondaire d'infection, on doit recommander des mesures de nettoyage mécanique. Les produits à utiliser seront en corrélation avec les particularités du pathogène. La destruction des déchets peut être critique car on doit s'assurer que cela permet de détruire le pathogène. Il faudra également contrôler les fourrages obtenus des pâturages potentiellement contaminés et même retirer et fermer ces pâturages. Dans certaines situations, on pourra recourir à des formes de traitement des sols par utilisation de différents plants de culture pour lesquels il a été prouvé un effet microbicide ou retourner le sol sur une certaine profondeur. S'il s'agit de sols contenant des spores, le traitement devient difficile mais s'il s'agit d'un produit d'avortement par exemple, il faudra juste empêcher l'accès des espèces sensibles et éviter tout contact avec les animaux. La question étant de savoir combien de temps faut-il fermer l'accès. Le propriétaire n'a pas forcément d'autre pâture, dans ce cas, la fermeture ne durera pas plus du temps nécessaire aux rayons solaires pour assurer une stérilisation suffisante. Un des aspects les plus difficiles à aborder est également celui qui se réfère à l'usage des produits du troupeau infecté. D'habitude, les produits sont destinés à la neutralisation ou, dans peu de situations, à une utilisation contrôlée. Les services vétérinaires devront aussi agir sur le contrôle des vecteurs animés actifs ou passifs, insectes, rats. Pour chaque maladie, il faudra appliquer des mesures pour contrôler les populations de vecteurs. En ce qui concerne les vecteurs non animés, outils, chaque élevage est contraint de mettre en place un programme de biosécurité. Le plus gros problème par rapport à cela, c'est que les éleveurs et surtout pour les ruminants, ignorent ce programme. Monter un programme de biosécurité est nécessaire pour empêcher une population d'entrer en contact avec un pathogène par rapport aux vecteurs animés. C'est un complexe de mesures implémentées et qui doit être scrupuleusement respecté à chaque instant. Bloquer les voies de transmission. La première étape sera de restaurer l'intégrité des barrières corporelles si celles-ci ont été lésées. On pourra éventuellement recourir à une thérapie avec vitamines et minéraux dans ce but. On pourra également ajuster les conditions microclimatiques et assurer les mesures d'asepsie si besoin. Il faudra savoir si la maladie est surtout le résultat d'une transmission horizontale ou verticale. Si ce dernier cas l'emporte, il faudra arrêter, pour une certaine période, la reproduction et contrôler les reproducteurs. La mise en quarantaine sera bien sûr un moyen nécessaire pour contenir les voies de transmission. On peut différencier 3 degrés de quarantaine, le degré 3 étant le plus sévère, surtout pour des maladies enzootiques à caractère de zoonose. Leur contrôle demandera une restriction de circulation plus ou moins importante en fonction de la principale source de transmission. En dehors d'un épisode épidémique ou infectieux de façon générale, il faut fournir des échantillons garantissant l'absence de maladie, Freedom Status, sur le territoire pour que les produits soient acceptés sur le marché. De 60 à 70% des maladies contagieuses sont communes aux animaux et aux hommes, il est donc nécessaire de s'assurer de la salubrité des produits en tout temps. La prévention des maladies infectieuses passe par une prophylaxie générale,
sanitaire, qui est un ensemble de mesures applicables quel que soit le pathogène, et une prophylaxie spécifique, mesure destinée à prévenir l'infection à un germe en particulier. On doit savoir à tout moment quels sont les animaux dans un territoire, ce qui est géré au niveau national par l'autorité vétérinaire. On doit essayer, autant que faire se peut, d'utiliser des systèmes d'élevage où on élève seulement une seule espèce. Ceci est particulièrement présent chez les porcs et volailles, pour lesquels on préfère élever des troupeaux isolés par groupe d'âge et but productif. Pour certaines maladies, on pourra recourir à une vaccination prophylactique, prophylaxie spécifique, notamment dans un territoire à risque ou avec des animaux à risque. Par exemple, on continue à effectuer dans le monde une vaccination prophylactique contre la maladie de Newcastle car épidémique, très contagieuse et mortelle, et avec beaucoup de sources sauvages potentielles. On continue à vacciner les ruminants pour Bacillus anthracis seulement dans les territoires où on a enregistré des cas dans les 10 dernières années car on estime que l'apparition d'un cas est le signal qu'il y a des spores et que les herbivores sont à risque. Le plus difficile à appliquer pour la prophylaxie réside dans la surveillance de l'état de santé des animaux. L'examen clinique sera parfois difficile à exploiter mais si on a des morts il faut investiguer chaque cas pour dépister avant l'apparition d'un foyer. On doit appliquer une surveillance sérologique, éviter les windows perio, et appliquer un confinement pour laisser à la maladie le temps de s'exprimer lors de la réception de nouveaux animaux dans un élevage. En prophylaxie, les mêmes mesures qu'en cas de maladie sont appliquées et les moyens mis en œuvre sont tout à fait similaires. Cependant, la prophylaxie est appliquée de façon rythmique, mensuelle par ex. La plupart des maladies infectieuses contagieuses sont enregistrées dans la liste internationale des épizooties. Tous les programmes de contrôle et de prophylaxie doivent être approuvés par la Commission européenne et tous les pays de l'UE sont contraints de monter des programmes de surveillance. Le diagnostic des maladies infectieuses. Comme nous l'avons évoqué précédemment, face à un foyer infectieux, il ne nous est que rarement possible de poser directement un diagnostic de confirmation, ce pourquoi la démarche diagnostique débutera en général par un diagnostic de suspicion. Une fois posé, le vétérinaire pourra demander les tests nécessaires pour confirmer ou infirmer le diagnostic de suspicion et obtenir un diagnostic de certitude. En dehors de tout épisode infectieux, il faudra également pratiquer des diagnostics de surveillance afin de contrôler l'absence d'une maladie en un lieu donné. La situation pouvant être la plus appréciable est celle où, face à un foyer infectieux, on ne peut suspecter qu'une seule maladie, nous permettant ainsi de conclure rapidement et d'adopter la meilleure attitude. Malheureusement, il y a peu de cas où la suspicion est unique et où elle permet d'agir tout de suite. Il y a plusieurs diagnostics de suspicion en général, des suspicions qui convergent par leur tableau clinique, même lésions. C'est aussi pourquoi on pourra apprécier d'utiliser plusieurs prélèvements, sang, fesses. Ces prélèvements pourront être transmis au laboratoire d'analyse avec des remarques concernant le tableau clinique, dans le cas de l'existence de sujets morts, des remarques vis-à-vis des lésions anatomopathologiques observées. Ce ne sera qu'après obtention du diagnostic de certitude, donc après que le laboratoire aura officiellement reconnu le pathogène en cause, un bulletin d'analyse qui nous dit « une infection produite par », qu'on pourra mettre en place toutes les actions de surveillance. Le bulletin du laboratoire est essentiel, surtout en ce qui concerne les maladies contagieuses gérées par l'État. Le bulletin d'analyse permet ainsi d'avoir accès à un budget d'État si la maladie est légalement reconnue comme maladie contagieuse. Il ne faut pas que la terminologie mène les étudiants à la confusion. On parle de diagnostic de confirmation, de certitude, dans le cas d'un malade ou d'un troupeau de malades. Dans cette situation, on fait des examens pour confirmer la maladie soupçonnée. Il est donné suite à la formulation de la suspicion, isolement et identification de l'agent causal et mise en évidence de la restructuration immunologique. Le diagnostic de surveillance fait partie du programme de politique vétérinaire de chaque pays et existe surtout pour confirmer un certain état clinique d'une population destinée à des échanges économiques, c'est pourquoi on adopte une attitude proactive. Si on parle de diagnostic de surveillance, l'examen s'effectue sur des individus sains. Au vu des caractéristiques de certaines maladies, nous devons chercher activement s'ils sont vraiment sains. Le diagnostic de surveillance est réalisé dans des populations cliniquement saines et peut mettre en évidence des restructurations immunologiques.
Il faut noter que la surveillance compte particulièrement sur la mise en évidence d'une réponse immunitaire acquise montrant qu'un animal apparaissant sain a été exposé à un pathogène. L'épidémiologie des maladies infectieuses varie considérablement entre les systèmes de production animale traditionnels et intensifs en raison des différences dans les pratiques de gestion, la densité animale, les facteurs environnementaux et les mesures de biosécurité. L'élevage traditionnel. Caractéristiques. Densité animale faible à modérée. Les animaux sont souvent gardés dans de petits troupeaux ou dans des fermes familiales. Utilisation limitée de la vaccination et des mesures de biosécurité. Les animaux peuvent se déplacer librement ou être gérés dans des systèmes mixtes avec des animaux sauvages et domestiques. Aspects épidémiologiques. Propagation de la maladie, généralement plus lente et plus localisée en raison de la faible densité animale et des déplacements limités. Voies de transmission, principalement par contact direct, environnement contaminé et réservoir phonique. Maintien de la maladie, les agents pathogènes peuvent persister dans l'environnement ou parmi la faune, la réinfection se produit à partir de sources externes. Facteurs de risque, mauvaise hygiène, proximité de la faune sauvage et services vétérinaires inadéquats. Défis de contrôle, ressources limitées pour la vaccination, la biosécurité et la surveillance. Élevage intensif, industriel. Caractéristiques. Forte densité animale dans les espaces confinés. Mouvements réguliers et pratiques de production de masse. Utilisation de vaccins, de protocoles de biosécurité et de gestion systématique de la santé. Mesures de contrôle technologique telles que la ventilation et les programmes de vaccination. Aspects épidémiologiques. Propagation de la maladie, rapide et à grande échelle en raison du contact étroit et de la densité. Voies de transmission, principalement par aérosol, vecteur passif, vecteur et transmission verticale. Amplification de la maladie, certains agents pathogènes peuvent provoquer des épidémies explosives, par exemple, la fièvre afteuse, la peste porcine. Infection persistante, le stress et l'encombrement peuvent supprimer l'immunité, facilitant les infections persistantes ou récurrentes. Émergence de nouvelles maladies, les systèmes à haute densité et la mondialisation augmentent le risque d'émergence de zoonoses et de souches résistantes aux médicaments. Stratégie de lutte, la vaccination, une biosécurité stricte et une surveillance complète sont essentielles, cependant, la propagation rapide pose des défis. Défense de la santé animale contre les maladies infectieuses. La protection de la santé animale passe par une approche globale combinant des stratégies préventives, diagnostiques et thérapeutiques. Les principales méthodes sont les suivantes. 1. Vaccination. Immuniser les animaux contre des agents pathogènes spécifiques pour induire une immunité active. Utilisation de vaccins vivants, inactivés ou sous-unitaires selon la maladie. Des calendriers de vaccination réguliers, en particulier dans les zones endémiques ou les populations à haut risque. 2. Mesures de biosécurité. Mettre en œuvre des pratiques strictes d'hygiène et de salubrité. Contrôler les déplacements des animaux et mettre en place des protocoles de quarantaine pour les nouveaux animaux ou les animaux malades. Gérer les vecteurs passifs, l'équipement et le personnel pour prévenir la contamination croisée. Contrôler les vecteurs et les ravageurs qui transmettent certaines maladies. 3. Bonne gestion et élevage. Maintenir des conditions nutritionnelles et environnementales optimales. Réduire les facteurs de stress qui compromettent la réponse immunitaire. Assainissement, ventilation et élimination des déchets appropriés. 4. Diagnostic précoce et traitement rapide. Suivi et dépistage régulier de la santé. Utilisation de diagnostics de laboratoire pour la détection précoce. Intervention thérapeutique immédiate, antibiotiques, antiparasitaires, antiviraux, au besoin. 5. Utilisation de probiotiques et d'immunomodulateurs. Soutenir la fonction immunitaire et la santé intestinale pour améliorer la résistance. 6. Sélection génétique. Élever des animaux ayant une résistance naturelle à des maladies spécifiques. Mettre en œuvre des programmes de sélection pour la résistance aux maladies. 7. Éducation et formation. Former les agriculteurs et les manipulateurs aux mesures de prévention, de reconnaissance et de contrôle des maladies. 8. Gestion de l'environnement. Améliorer le logement, le drainage et l'hygiène pour réduire la persistance des agents pathogènes.
La législation sur la santé vétérinaire joue un rôle crucial dans le contrôle des maladies infectieuses, la protection de la santé animale, la santé publique et l'économie. Il fournit le cadre juridique pour la prévention, le contrôle, l'éradication et les mesures de biosécurité des maladies. Principaux aspects de la législation vétérinaire relative à la pathologie infectieuse. Règlement sur la lutte contre les maladies. Loi imposant la déclaration des maladies exotiques et à déclaration obligatoire. Mise en place de quarantaines, de restrictions de mouvement et d'abattage si nécessaire. Application des campagnes de vaccination et des protocoles de biosécurité. Prévention et surveillance. Mettre en place des systèmes de surveillance pour la détection précoce des maladies infectieuses. Réglementation de l'importation-exportation d'animaux et de produits d'origine animale. Délivrance de licences et d'accréditation des laboratoires et du personnel vétérinaire. Programme d'éradication des maladies. Soutien juridique aux programmes organisés d'éradication, P. Ex, peste bovine, fièvre afteuse. Financement, application de la conformité et coordination entre les intervenants. Normes de biosécurité et d'hygiène. Exigences relatives à la gestion de la ferme, à l'élimination des carcasses et à la désinfection. Contrôle des vecteurs et de l'accès de la faune sauvage aux fermes. Zoonose et santé publique. Réglementation visant à prévenir la transmission zoonotique. Contrôle des maladies qui peuvent affecter à la fois les animaux et les humains, par exemple, la rage, la brucellose. Mouvement et commerce d'animaux. Certification et passeport sanitaire. Permis de quarantaine et de déplacement. Rémunération et incitatif. Dispositions juridiques relatives à l'indemnisation des agriculteurs touchés par des mesures de lutte contre la maladie. Pathologie infectieuse et législation. La compréhension de la pathologie des maladies infectieuses permet de définir les critères de déclaration légaux, les normes de diagnostic et les mesures de contrôle. La législation soutient la recherche et le diagnostic, permettant une réponse rapide aux épidémies en fonction du comportement des agents pathogènes, de la transmission et de la reconnaissance des lésions. Assurer des procédures normalisées dans le diagnostic des maladies, l'échantillonnage et la production de rapports afin d'améliorer la précision de la gestion des maladies. Résumé. La législation sur la santé vétérinaire constitue la base juridique de la surveillance, du contrôle, de l'éradication et de la sécurité du commerce des animaux. Il donne aux vétérinaires et aux autorités les moyens de mettre en œuvre des mesures efficaces contre les maladies infectieuses, protégeant ainsi la santé animale, la santé publique et les intérêts économiques.